pour regarder New World Info. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Didier Nourdine Alou, DG Africadev, spécialiste de la communication pour un changement de comportement social et d'impact, pour évoquer la grâce présidentielle récemment accordée à l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara, condamné pour crime contre l'humanité. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonjour. Moussa Dadis Camara, je le disais, qui avait été condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité, a été gracié par le président de la transition en Guinée. Mais que pensez-vous de cette justification donnée? Il a été gracié pour raison de santé. C'est vrai, la justification de raison de santé avancée pour cette grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara suscite critiques et interrogations. Vous allez le voir, les médias guinéens sont très sévères, certains sont très sévères sur la question, parce que quand même les victimes sont toujours, on peut le dire, ressentent toujours la douleur. Et alors qu'en août dernier, la justice a condamné Dadis Camara à 20 ans de prison, et que les victimes et les familles des victimes ont commencé à se frotter les mains. Voilà que tout juste en 2025, il y a quelques jours, Dadis Camara est gracié. Donc, et même d'ailleurs, le timing de cette grâce accordée, même si le timing concorde avec la fête la fête du Ramadan, ceci ne peut pas d'emblée justifier donc cette grâce présidentielle. Quand on voit donc la gravité des crimes qui ont été commis, quand on voit Justement, on va faire un petit rappel des faits qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée et ont conduit donc à l'emprisonnement de l'ancien président. Il a été aussi entre-temps en exil et a été un procès qui a duré 2 ans. Oui, effectivement, Dadis Camara a été condamné, justement, je le disais, en raison de sa position lors des massacres. Il était chef de la junte, entre guillemets, et il était quand même le commandeur direct, le commandant en chef donc, de l'unité qui est effectivement présentée comme l'unité qui a commis donc, ces massacres au stade du 28 septembre. Donc je pense que si le tribunal a pris cette mesure, c'est justement parce que sa responsabilité est engagée d'une manière ou d'une autre. Parlant du rappel, on rappelle que Moussa Dadis Camara, ancien chef d'État donc, de la Guinée, a été condamné en août 2024 à 20 ans de prison. Le massacre du 28 septembre, ce jour-là, on se rappelle lors d'une manifestation pacifique de l'opposition qui manifestait à main nue au stade de Conakry. Les forces de sécurité sous son régime ont tué pas moins de 156 personnes et violé au moins 109 femmes. Ces exactions incluaient des assassinats, des viols sexuels massifs, des tortures et des séquestrations. Ces atrocités ont continué plusieurs jours donc après ces répressions. Je crois que c'est dans ces circonstances, et après ça, lui-même a été victime d'une attaque qui a failli lui coûter la vie. Et c'est suite à ça qu'il s'était réfugié au Burkina Faso. Mais il est rentré depuis pour faire face à la justice de son pays qui l'a condamné, rappelons-le, à 20 ans de prison. Justement, son procès pour crime contre l'humanité aura duré 2 ans. Moussa Dadis Camara a âgé aujourd'hui d'une 60aine d'années avec une santé fragile et désormais libre. Justement, quel impact cette grâce présidentielle pourrait-elle avoir sur la perception même de la justice en Guinée et sur la réconciliation nationale en cours? Oui, pour qu'une bonne justice est caractérisée par un certain nombre de choses. D'abord, la justice, elle est corrective. La justice, elle est éducative puisque ça vient quand même donner une leçon. Et puis, la justice vient quand même pour apaiser les tensions. Des procès de ce genre, l'objectif, c'est pour apaiser la tension. Et je crois que les Guinéens, pendant plusieurs années, ont attendu ce procès parce que, comme vous le savez, après ces événements en 2009, le professeur Alpha Condé est passé 10 ans durant. Je crois les Guinéens ont continué à attendre. Mais avec l'arrivée du général maintenant, je crois, Mamadou Doumbouya à la tête de la Guinée, les Guinéens se sont dit, bien voilà, et puisqu'il a décidé donc de rendre justice, il a même organisé un procès rendu qui a été vraiment très médiatisé et qui a été suivi partout dans le monde entier. Les Guinéens se sont satisfaits
donc, de ce procès et des peines qui ont été donc, appliquées. Malheureusement, avec... Justement, est-ce que cette satisfaction de ce procès qui avait été rendu vraiment public et télévisé, est-ce qu'elle demeure après l'annonce de cette grâce présidentielle, la question? Mais justement, c'est toute la question, puisque cet acquittement ou cette grâce est caractérisée, n'est pas sans impact négatif sur la Guinée. À plusieurs points de vue. D'abord, ceci vient porter atteinte à l'intégrité de la justice, on peut le dire, puisque la libération, puisque les crimes qui ont été commis sont des crimes d'une gravité extrême. Ensuite, beaucoup pensent que cette grâce est caractérisée par un sentiment d'impunité. Parce qu'en réalité, quel est le message qui est passé après cette grâce? Ça dit simplement que, eh bien, on peut toujours faire n'importe quoi lorsqu'on gère un pays. On peut toujours être derrière des massacres, des exactions, et espérer un jour se faire simplement gracier. Mais au regard de l'État, pour les autorités guinéennes, c'est un cas exceptionnel, puisqu'il justifie ce choix, cette décision par l'état de santé qui se détériorait pour l'ancien président. Je pense qu'actuellement, le gouvernement guinéen s'est lui-même tiré une balle dans les pieds. Pourquoi dites-vous cela? Mais bien sûr, parce que je crois que Dadis Camara a été condamné avec environ 7 ou 8 co-accusés, si je ne me trompe pas. Et toutes ces personnes sont quand même des personnes d'un certain âge et qui, certainement, vu leur parcours et le temps de détention, souffriraient eux aussi de petites maladies. Et c'est vrai que lui, Dadis Camara, avait une fois déjà reçu une balle dans le crâne et qu'il en est sorti vivant. Mais je crois que tous les autres co-accusés... Vivant avec des séquelles. Avec des séquelles, bien sûr. Mais tous les autres co-accusés aussi, certainement, ont des maladies. Rappelez-vous de son aide de camp Toumba Diakité, dont on a su, à travers le procès, et même son avocat, maître, si je ne me trompe pas, ça devait être maître Silla, et il avait 2 avocats là, qui avaient déjà, en plein procès, demandé qu'on accorde une liberté provisoire à leurs clients afin d'aller se faire soigner. Donc je dis que cette raison n'est pas, à mon sens d'analyste, ne peut pas justifier cette grâce, même si effectivement beaucoup pensent que cette grâce contribuerait à une réconciliation. Et une réconciliation, bien entendu, aux dépens des victimes et de leurs familles. Justement, parlons des victimes pour leurs avocats. Cette décision, l'annonce de la libération de l'ancien président a été pour eux un choc. Quelle analyse en faites-vous? Évidemment que les impacts sont négatifs. Le message sur les victimes absolument, les impacts sont négatifs. On parle d'impunité désormais. Les victimes ont exprimé leurs indignations. On parle de manœuvres politiques et politiciennes. On parle de polarisation sociale. On parle de caporalisation de la justice, parce que la justice, ce procès, on se rappelle, tout le corps judiciaire, l'appareil judiciaire qui a été déployé a fait quand même un travail approfondi. Et que subitement, alors même que... Et je pense qu'il y a même un appel qui a été interjeté. Et donc, normalement, les spécialistes vous le diront, avant de gracier, il faut que la justice ait été complètement au bout et qu'il n'y ait plus de recours. Mais je pense que sur ce dossier de Dadis Camara, il y avait quand même un recours qui restait quand même pendant devant la justice. Et c'est dans ces conditions qu'il a été gracié. Oui. En tant que spécialiste de la communication pour un changement de comportement social et d'impact, quel devrait être, selon vous, la réaction de la société civile ou encore des organisations de droits de l'homme face à cette décision? Je pense que beaucoup d'organisations des droits de l'homme ont déjà réagi et ont exprimé leur indignation face à cette décision. Mais en ce qui concerne la société civile guinéenne, je pense qu'elle doit continuer à attirer l'attention du gouvernement. Elle doit continuer à produire des prises de position. Elle doit continuer à insister pour que les victimes ne soient pas délaissées. Mais je pense que, si vous vous rappelez, cette décision
de gracier le Moussa Dadis Camara intervient après l'annonce du gouvernement guinéen de prendre en charge les indemnisations des victimes. Voilà pourquoi beaucoup d'analystes pensent que tout ça est motivé politiquement. Et que, vous savez, en politique, c'est souvent difficile de poser des actes qui ne sont pas calculés, qui n'ont pas un intérêt derrière. Vous savez que Dadis Camara est une... Justement, quelles seraient, d'après vous, vos analyses, l'intérêt pour l'État guinéen de prendre cette décision en ce moment précis? Oui, il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver ça. D'abord, vous savez que nous sommes en principe 2025, c'est une année électorale en Guinée-Conakry. Mamadou Doumbouya avait prévu d'organiser les élections. Il avait même prévu que les membres de la transition ne devraient pas se présenter. Je crois que cette mesure est en train d'être levée. Et je crois que vous avez vu comment chaque jour ces partisans s'organisent pour demander qu'ils se présentent aux élections. Et donc, quand on quitte le terrain complètement militaire de la transition pour aller vers le terrain politique, eh bien, les décisions qu'on prend sont forcément motivées politiquement. Vous savez que Dadis Camara est originaire de la région forestière. Même si cette région forestière n'est pas majoritaire, qu'elle est minoritaire, ça n'en demeure pas moins que c'est une région dont on a besoin du suffrage. Et donc, tout ceci peut être calculé si jamais Mamadou Doumbouya voudrait être président. Peut-être que là, il est question de négocier donc, les natifs de cette région forestière, natifs auprès desquels justement Dadis Camara reste très influent et très adoubé. Justement, pour revenir sur le parcours de Dadis Camara, Moussa Dadis Camara qui a dirigé la Guinée entre décembre 2008 et janvier 2010, il s'était autoproclamé président et a été porté à la tête du CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement. Mais quel genre de président a-t-il été pour la Guinée? Moussa Dadis Camara, c'était un président complètement atypique. On se rappelle Moussa Dadis Camara qui voulait tout accomplir en un jour, qui promettait des réformes. C'est celui qui organisait une sorte de tribunaux publics, des sortes de tribunaux publics où des responsables d'entreprises, notamment étrangères, sont sermonnés, où Moussa Dadis Camara qui recevait dans sa chambre personnelle à la maison des journalistes, c'était quand même un personnage disons excentrique qui voulait tout faire en même temps et qui mettait de l'énergie, qui mettait de la volonté, mais qui très malheureusement n'a pas abouti à ces réformes. On garde en mémoire très court mandat. On garde en mémoire un président très bavard et très fougueux, mais avec très peu de réalisations. Et cet ancien président de la Guinée avait été donc placé en détention il y a près de 3 ans, juste avant l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009, pour lequel il a été condamné à 20 ans de prison ferme pour crimes contre l'humanité en dehors de la Guinée. Ce procès a beaucoup été apprécié. C'était l'une des rares fois qu'un ancien dirigeant passe à la barre pour répondre des faits qui lui sont reprochés. C'est quand même des événements qui sont rares en Afrique. Oui, justement, c'est ça qui faisait l'originalité de ce procès. Parce que c'est un fait extrêmement rare. Parce que ce qu'on a toujours reproché à la justice dans les démocraties, entre guillemets, tropicalisées, c'est que nos démocraties n'arrivaient pas à punir des grandes personnalités qui se sont rendues coupables de crimes. Et là, en Guinée, on voyait pour la première fois, c'était un procès unique, tout le monde entier l'a vu, on voyait quelqu'un qui a eu à gérer les affaires, les plus hautes fonctions, il était comme un chef. Et jugé dans son propre pays. Et jugé dans son propre pays, c'était vraiment original. Et cela a été présenté comme un exemple que beaucoup d'autres pays africains pouvaient suivre. Mais malheureusement, on vient de constater avec comment dirais-je, avec quand même un tout petit peu de regret, que tout ceci, et tout ce tribunal qui a été organisé, ce procès très médiatisé, apprécié, avec une qualité vraiment très supérieure des juges et des procureurs, de tous ceux qui ont participé des fonctionnaires d'État qui ont
participer à ce procès, on vient de voir que tout ceci a laissé quand même un goût très regrettable. Vous avez le sentiment que ce sont des efforts aujourd'hui qui se voient anéantis par cette grâce présidentielle? Il n'y a pas que les efforts qui sont anéantis, il y a aussi la posture des victimes, c'est-à-dire quel est le message aujourd'hui qu'on lance aux victimes et quel est le message qu'on lance aussi aux décideurs, parce que c'est ça toute la question. Est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut commettre tout le crime qu'on veut et après espérer politiquement peser et avoir une grâce présidentielle? Je crois que cette grâce n'a pas du tout... Mais une grâce, c'est une décision du chef de l'État et non de la justice. Absolument, mais je crois que même étant chef d'État, tout acte que pose le chef d'État devrait avoir un côté, en tout cas, devrait avoir un côté éducatif. Et c'est ce côté éducatif et ce côté justice sociale qui est enlevé complètement à cette grâce aujourd'hui. En dehors de la Guinée, nous restons au Niger, où la même attente relative à une grâce présidentielle est espérée de la part des soutiens du président, du président déchu, Mohamed Bazoum. Qu'en dites-vous? Non, je pense que le cas du Niger est un peu particulier, dans la mesure où ce sont les assises nationales qui ont eu lieu à Niamey, qui ont suggéré, entre autres mesures, que les prisonniers civils et militaires qui sont détenus pour des raisons liées donc à ces raisons de sûreté d'État et tout, que ces prisonniers soient... ça a été une décision, du président Abdraman Tiani, justement, la question. Absolument. Est-ce que sur cette liste pourraient figurer Bazoum et ses proches? Oui, mais le général de corps d'armée, désormais, Abdraman Tiani, lui-même avait lors de la réception donc, des conclusions de cette assise, lui-même avait suggéré aux Nigériens le pardon. Maintenant, en suggérant ce pardon, il n'avait pas du tout dit qu'il ne libérerait jamais le président Bazoum. Oui, je pense qu'il faut attendre. Je crois que les assises ont parlé. Maintenant, le ministre de la Justice, selon les informations dont nous disposons, est en train de prendre les dispositions pour voir qui est concerné et qui n'est pas concerné par cette mesure, encore une fois, qui est issue des conclusions des assises. La question, le pardon et la réconciliation nationale qu'attendent les Nigériens, vont-elles finalement passer par les mains de la justice? Est-ce qu'il y aura un procès? Mais absolument, les mêmes assises ont listé un certain nombre de dossiers, un certain nombre d'affaires sur lesquelles elles ont suggéré qu'il y ait une justice approfondie et qu'il y ait des jugements clairs sur ces dossiers-là. Donc je pense qu'il faut laisser le gouvernement nigérien, le CNSP travailler. Je pense que même le passage de grade de général au grade de général de corps d'armée, c'est les assises qui l'ont décidé et je crois qu'il est en train progressivement de mettre en œuvre les conclusions des assises. Donc il faut lui laisser le temps, y compris la libération de Bazoum. Mais concernant ce cas, vous savez très bien que, comme je le disais pour le cas guinéen, il faudra qu'une justice vienne quand même apaiser les tensions sociales. Vous savez aussi que dans le cas de Bazoum, il y a beaucoup de groupuscules armés qui se sont organisés maintenant et qui régulièrement attaquent le gazoduc, attaquent du moins le pipeline qui conduit donc le pétrole de Difa à Cotonou, vous le savez. Donc aujourd'hui, toute décision que va prendre le général Tiani, c'est justement des décisions qui sont issues des assises et qui vont contribuer à apaiser les tensions et à enseigner une bonne manière de faire. Et détenu depuis plusieurs mois, Bazoum refuse de signer sa démission. Pendant ce temps, les appels à sa libération se multiplient. Oui, cela prouve simplement que cette question, c'est une question que les Nigériens ont décidé de trancher sur le plan nigérien. Vous savez que les pressions de la France n'ont pu rien faire. Vous savez que les pressions de la CEDEAO pour la libération de Bazoum n'ont rien donné. Vous savez aussi que le Maroc s'est proposé les bons offices pour l'accueillir et tout, et qu'il y a eu aussi une négociation menée informellement par des Marocains et cela n'a pas abouti. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, le Niger, dans l'AES, a décidé de régler un certain nombre de questions sur le plan national, y compris la question de Bazoum, de la libération de Mohamed Bazoum. Vous le disiez tantôt, la justice a un rôle à jouer en matière de réconciliation, de stabilité sur le plan national. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, la confiance d'alors entre citoyens et la justice demeure encore? Ah mais vous parlez de quel pays? Le cas... De façon générale, en Afrique, dans le monde.
Mais évidemment que pour assurer une confiance et une adhésion populaire aux actions qui sont menées par tout pouvoir, la justice sociale, l'appareil judiciaire constitue un socle important, un levier important. Tant que les justices qui sont rendues en défaveur de l'apaisement social, en défaveur des victimes qui pourtant ont besoin d'être rassurées, parce qu'en réalité, ce qui est un peu gênant, c'est de vivre dans un pays où vous avez l'impression que la justice ne fonctionne pas, ou que la justice c'est seulement pour les gens qui ont des bras longs, comme on le dit. Il faudrait que nos États travaillent à atteindre le niveau où effectivement tout citoyen qui a besoin de justice, et quand il se porte devant les tribunaux et les cours, et que effectivement les faits soient étudiés et que la justice soit rendue conformément aux tests. C'est ça qui rassure et c'est ça qui met les citoyens en confiance et qui suscite en partie aussi leur adhésion par rapport donc, au pouvoir en place. Dans un contexte actuel en Guinée, au regard de la grâce présidentielle accordée à l'ancien président Moussa Dadis Camara, comment est-ce qu'une bonne stratégie de communication, de changement de comportement social et d'impact pourrait aider justement à calmer les tensions, les regrets, les mœurs au sein des communautés? Non, je pense que le communiqué qu'on a suivi à la télé et ce communiqué qui a été lu par la télévision nationale de Guinée-Conakry et qui fait état de cette grâce et qui dit que cette grâce est motivée par des raisons de santé et que cette grâce a été suggérée par le ministre de la Justice. Je pense que cette communication n'est pas suffisante. Il va falloir que le gouvernement guinéen apporte plus d'explications et de justifications et arrive à rassurer évidemment les victimes et leurs familles, arrive à accélérer le processus d'indemnisation des victimes et de leurs familles, arrive à mettre un mécanisme pour garantir que cette grâce n'entache aucunement en rien la justice sociale et faire des communications pour rassurer l'ensemble des Guinéens à ce qu'ils continuent par faire confiance à la justice de leur pays. Je crois que c'est une communication qui est capitale et à laquelle le pouvoir en place doit pouvoir faire cette communication si elle veut. Et quel impact cela pourrait avoir sur le concerné, le président Dadis Camara, pour jouir pleinement de cette liberté qu'il vient de retrouver? Mais lui, il gagne tout de cette grâce, parce que d'abord, il retrouve sa famille, il retrouve sa liberté. Il pourra aller se soigner si effectivement il est atteint d'une maladie. Mais en même temps, je pense que c'est surtout les victimes qu'il faut avoir en mémoire, parce que des femmes qui ont été violées, des personnes qui ont perdu leurs parents, c'est sur eux surtout que cette justice pèse malheureusement très lourdement. Et je pense que c'est à ça qu'il faut travailler et à travailler à ce que cette catégorie, si vous voulez, de Guinéens continue à faire confiance à l'État. Mais sur la scène politique, quelles peuvent être les retombées? Les retombées, évidemment, que ça va permettre que si réconciliation il y a vraiment, que cette réconciliation se fasse. Sauf que maintenant, de plus en plus, des voix vont se lever dans l'opinion. Et même, je crois avoir entendu un avocat d'un des victimes, d'un des condamnés ce matin qui demandait, eh bien, c'est l'occasion d'aller jusqu'au bout de cette réconciliation, puisque moi aussi, mon client est malade et tout. Et je crois qu'avec le temps, ce qui va se passer, c'est que lui, le président guinéen, le général le général Mamadou Doumbouya, il n'aura plus les oreilles tranquilles, puisque tout le monde va commencer à lui dire il faut libérer un tel, il faut libérer un tel. À ce moment, qu'est-ce que devient la justice? Mais je crois que lui, je pense qu'il est plutôt dans un calcul, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que les retombées pour lui, certainement, sont positifs. Parce que s'il désire d'aller aux élections, c'est sûr que Moussa Dadis Camara n'irait pas se reposer. Il va contribuer d'une manière ou d'une autre à son élection. Et les élections à venir en Guinée devront mettre fin à la transition. Mais on voit déjà là que les membres de l'organe de transition
font tout quand même d'une manière ou d'une autre pour se présenter. Et au retour, on reste toujours en Guinée. Pour conclure, Moussa Dadis Camara est désormais un homme libre, un geste fort du président Mamadi Doumbouya. Ben voilà, c'est un geste fort évidemment, mais en même temps, je crois que désormais le paysage guinéen qui était donc, je crois que cette décision va plus ajouter aux tensions. Vous savez que en Guinée en ce moment. Quels sont les risques selon vous? Mais les risques, c'est que sur le plan national, l'opposition va continuer à lui mettre la pression, d'abord pour organiser les élections, mais en même temps, la société civile va continuer aussi à mettre la pression. La pression va venir de part et d'autre, de tous les côtés. Je crois que cette décision peut le desservir plutôt que le servir. Comme vous l'avez dit, le cœur des cibles, ce sont là les victimes. Absolument. Merci beaucoup, Didier Noureddine Alao, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé dans l'invité du jour. C'est moi. Merci à vous également de nous avoir suivis sur Niwa d'Info.